Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session 9 de notre journée. Je vous invite à vous rapprocher, nous n'allons pas tarder à démarrer. Prenez place s'il vous plaît. Cette session est consacrée au partenariat pour un gouvernement ouvert. Je suis Nicole Koa. Je suis la directrice du programme d'appui au gouvernement ouvert francophone. Mesdames et messieurs, installez-vous. Merci beaucoup. J'ai le privilège de modérer cette session qui est consacrée au gouvernement ouvert, programme qui couvre plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Et on a la lourde responsabilité aujourd'hui de traiter de la question sur faire durer la participation de l'engagement institutionnel à la transformation sociale. Partout dans le monde, la participation citoyenne devient plus visible. Les villes, les régions organisent des consultations, des budgets participatifs, des conseils de jeunes, des dialogues publics et des démarches numériques de participation beaucoup plus inclusives. Mais la question centrale aujourd'hui n'est pas seulement de savoir si la participation citoyenne existe. La question est de savoir si elle dure, si elle influence réellement les décisions, les politiques publiques et si elle transforme la relation entre les institutions et les citoyens. Comment faire en sorte que la participation devienne une partie intégrante de la manière dont les institutions publiques budgétisent, délivrent les services publics et rendent compte aux citoyens? Comment passer d'une pratique utile mais parfois ponctuelle à un engagement institutionnel durable? Nous allons structurer la discussion en 3 temps. D'abord, nous verrons comment les villes et les régions peuvent ancrer la participation citoyenne dans leurs institutions. Ensuite, nous allons explorer l'impact que peut produire une participation durable sur les citoyens, les services publics et la confiance et la résilience des institutions. Et enfin, nous allons donner la parole à l'OGP, au Partenariat pour un gouvernement ouvert, pour proposer une synthèse globale des pistes de réflexion que nous allons développer tous ensemble afin de pouvoir avancer. Chaque intervenant aura 4 minutes. Je serai stricte parce que j'ai eu le privilège de modérer cette session afin de garder une discussion fluide, concrète pour tout le monde. Je vous remercie. Sans plus tarder, je vais inviter M. Tarek Nachnach, le coordonnateur Afrique et Moyen-Orient de l'OGP, pour le mot introductif de cette session. Merci. Merci Nicole. Bonjour toutes et à tous. Hier soir, beaucoup d'entre nous avaient les yeux tournés vers le match Haïti-Maroc. Et un match comme celui-ci nous rappelle quelque chose d'important. On voit d'abord des joueurs sur le terrain. On a vu 7 buts, 10 corners et 800 passes. Des moments de tension et des moments de joie. Mais un match ne mobilise pas seulement les 11 joueurs. Il mobilise aussi les supporters dans le terrain, dans les cafés, dans les maisons, jusqu'à minuit et parfois dans les rues jusqu'au matin. Mais pendant que le pays regarde le match, il mobilise aussi des médecins, des services d'urgence, des policiers, des agents de transport, des journalistes, des bénévoles et tous ceux qui continuent à servir la société pendant qu'on regarde le match. C'est un moment collectif qui ne tient donc pas seulement à ce qui se passe sur le terrain, il tient à toute une organisation, à toute une confiance et à tout un effort social.
La participation citoyenne devrait être pensée de la même manière. Nous la réduisons parfois à un atelier, une consultation, un formulaire, une plateforme en ligne, un conseil consultatif. Ce sont des outils importants, mais l'enjeu est plus large. L'enjeu est de construire une société dans laquelle les institutions s'engagent durablement avec les citoyens et dans laquelle les citoyens considèrent que contribuer à la décision publique fait partie de la vie collective normale. C'est là que le gouvernement ouvert devient essentiel. Le gouvernement ouvert ne consiste pas seulement à ouvrir une réunion ou à publier des documents, il consiste à transformer la relation entre les institutions et la société. À l'OGP, nous avons vu cette évolution se construire progressivement. Il y a d'abord eu les pionniers du gouvernement ouvert local. Aujourd'hui, 150 gouvernements locaux font partie du programme OGP local. Il montre qu'une ville, une région, une collectivité peut prendre des engagements publics avec les citoyens, les suivre, apprendre et améliorer la manière dont elle gouverne. Dans notre région africaine, la commune sénégalaise de Yoff a montré que l'engagement citoyen peut produire des résultats très concrets. La commune a pu élargir ses revenus fiscaux, passant d'environ 100 millions CFA à 600 millions CFA, grâce à une relation plus ouverte et plus structurée avec les citoyens. Ici même, dans la chère ville de Tanger, la commune propose d'adopter le budget participatif pour permettre aux citoyens de contribuer aux décisions sur des dépenses de près de 6 millions d'euros. C'est un signal fort. La participation n'est plus seulement une idée, elle devient une pratique de gestion publique. Dans d'autres pays, nous voyons une logique de multiplication. En Côte d'Ivoire, l'engagement porté par l'Union des villes et communes, UVICOSI, vise à accompagner 12 collectivités territoriales dans des démarches de gouvernement ouvert. C'est une étape importante. Il ne s'agit pas seulement d'avoir quelques villes inspirantes, mais de créer une première cohorte, un espace d'apprentissage entre collectivités et potentiellement un mouvement national. Et dans des pays comme le Maroc, avec la DGCT, avec le programme Remacto, nous voyons un autre niveau de maturité, celui d'une plateforme plus large, plus structurée, qui accompagne aujourd'hui plus de 300 collectivités territoriales. Là, l'enjeu n'est pas seulement l'expérimentation, c'est le passage à l'échelle, c'est l'institutionnalisation, c'est la construction d'une infrastructure nationale pour le gouvernement ouvert local. Donc ces trois niveaux sont importants, les pionniers, les pilotes pour montrer que c'est possible, les cohortes pour permettre la multiplication et les plateformes nationales pour permettre la structuration et la durabilité. Mais notre ambition ne peut pas s'arrêter là. Le vrai défi n'est pas seulement l'institutionnel, mais aussi le social. Nous ne voulons pas seulement que les institutions organisent plus de consultations, nous ne voulons pas seulement que la participation existe dans les textes et les programmes, nous voulons que l'engagement citoyen devienne une norme sociale, que les citoyens considèrent normal de demander des comptes, de contribuer à une priorité locale, de comprendre le budget et de participer à une décision. Et que les institutions considèrent que c'est normal d'écouter, d'expliquer, de répondre et d'adapter et de rendre compte. Que la participation ne soit plus l'exception, mais une partie ordinaire de la manière dont une société se gouverne. C'est cela, pour moi, le passage de l'engagement institutionnel à la transformation sociale. Lorsque la participation est ancrée et durable, elle construit la confiance, elle donne aux citoyens une capacité d'action, elle améliore les politiques publiques, elle rend les services plus adaptés, elle renforce la résilience des institutions. Et surtout, elle permet aux responsables locaux, aux élus, de mobiliser plus de ressources et d'avoir renforcé la légitimité démocratique. Elle prépare nos sociétés à mieux répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Comme dans un grand match, l'enjeu n'est pas seulement ce que font les joueurs sur le terrain. L'enjeu est la capacité de toute la société à s'organiser, à soutenir, à répondre aux urgences, à faire confiance et à agir ensemble. C'est cette ambition que le gouvernement ouvert peut porter, faire de la participation non pas un événement, mais une culture partagée de l'action publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Tarek, et pour cette contextualisation avec la Coupe du Monde et félicitations pour la victoire du Maroc hier et à la qualification au 16e. Sans plus tarder, nous allons introduire le panel 1 qui va porter sur des initiatives participatives à l'engagement institutionnel. Et pour ce panel, j'invite à me rejoindre Madame Fathia Zanibi,
chef de division de la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur du Maroc. J'invite à la suite de Mme Fathia, M. Jean-Jacques Yapo, directeur général de la région de Lamé de la Côte d'Ivoire et personne ressource sur le chantier du gouvernement ouvert local en Côte d'Ivoire. Alejandra Rodas nous suivra en ligne, c'est bien ça? Donc j'espère que le dispositif est en place pour sa participation en direct. J'invite à me rejoindre M. Mouktar Ahmed Mohamed de la région de Kaduna State, Nigeria. J'invite M. Rabi Elkam Lichi. J'espère que j'ai bien prononcé, monsieur. Toutes mes excuses. Si... Parfait. Directeur général des services, conseil de la région de Tanger-Tétouan. Elle aussi. Merci beaucoup. Je voudrais saluer en entrée de jeu M. Le Wali et M. le gouverneur de la DGCT qui sont présents avec nous. Merci pour l'honneur que vous nous faites de participer à cette session. La participation citoyenne devient plus fréquente, mais elle reste souvent fragmentée, temporaire ou dépendante d'initiatives locales. La question que je vais poser à nos panélistes, c'est la question de savoir que faut-il faire pour qu'elle devienne un engagement institutionnel, durable, financé, suivi et connecté à la décision politique. Donc je vais démarrer avec vous, Madame Fathia. Le Maroc dispose aujourd'hui d'un environnement juridique favorable à la participation citoyenne, notamment grâce à la Constitution, les lois organiques relatives aux collectivités territoriales. La DGCT a également lancé le programme national REMACTO, qui est un programme phare et très ambitieux pour accompagner l'institutionnalisation du gouvernement ouvert au niveau local, qui couvre aujourd'hui plus de 300 collectivités territoriales. C'est énorme. À partir de cette expérience, que peuvent apprendre d'autres pays du processus marocain d'institutionnalisation et de passage à l'échelle du gouvernement ouvert local? Vous avez la parole. Merci. Merci, Madame Nicole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de faire partie de ce panel qui est dédié à la participation citoyenne et au gouvernement ouvert, qui met le citoyen au cœur de l'action publique. Comme vous avez dit, Madame, c'est que au Maroc, nous disposons d'un cadre constitutionnel même qui inscrit les principes du gouvernement ouvert dans la Constitution, la mise à disposition de l'information, la participation citoyenne, la redevabilité, la responsabilité publique. Tout ça est déjà inscrit dans la Constitution et il est traduit dans les lois organiques de 2015 et dans d'autres lois et règlements tels que la loi relative à l'accès à l'information. Il y a aussi la loi relative et la loi qui organise la relation entre les services publics et les citoyens. C'est la loi portant charte des services publics et d'autres lois. Donc, nous avons déjà un cadre constitutionnel et légal propice à une gouvernance locale ouverte. Nous avons aussi les hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans plusieurs discours et lettres et messages de Sa Majesté, dont celui qui a été
adressé aux participants à ce congrès, dans lequel Sa Majesté a exprimé donc, que sa conviction qu'un État doit aussi sa modernité à la capacité de ces territoires d'entreprendre des initiatives de participation et de rendre les décisions publiques plus accessibles aux citoyens. Il a aussi souligné la nécessité d'une relation renouvelable entre les gouvernements, les collectivités territoriales et la population basée sur l'écoute, la proximité, la transparence et la participation. Donc, comme vous voyez, donc, nous avons déjà tous les ingrédients pour avoir une vraie gouvernance locale ouverte, et les collectivités territoriales, ils entreprennent déjà des initiatives par-ci, par-là, qui concernent donc l'écoute, la transparence, la participation et l'implication des citoyens et citoyennes dans la gestion locale. Et aussi, comme j'ai dit, les orientations royales. Le programme PACTO, le programme d'appui au gouvernement, aux collectivités territoriales ouvertes au Maroc, c'est un programme qui vient pour accélérer la consécration et l'ancrage de ces principes au niveau des collectivités territoriales. La philosophie de ce programme, donc, à travers l'ancrage des principes de l'ouverture qui sont la transparence et l'accès à l'information, la responsabilité publique et la redevabilité, la participation citoyenne et la digitalisation des services publics. Donc, on aspire à ce que le citoyen soit impliqué dans l'identification de ses besoins, mais aussi, ce n'est pas seulement l'identification des besoins, il soit consulté pour identifier les besoins, mais aussi dans la recherche des solutions adaptées à ces besoins prioritaires. Et là, on parle de la mobilisation de l'intelligence collective entre les différentes composantes du territoire, notamment les collectivités territoriales et la société civile, y compris donc les citoyens et les citoyennes. Et par là, si on implique le citoyen à travers cette démarche, on aura sûrement une amélioration des services publics, une amélioration des projets et des programmes de développement de la collectivité territoriale. Et par conséquent, il y aura sûrement un renforcement de la confiance entre le citoyen et son institution, la collectivité territoriale. Donc l'aspiration, on aspire à travers ce programme donc, de généraliser toute cette approche auprès de l'ensemble de nos collectivités territoriales qui sont au nombre de 1600, et pour un impact qui est la contribution donc, du territoire au développement inclusif et durable au niveau de notre pays. La plateforme REMACTO, le réseau marocain des collectivités territoriales ouvertes, c'est une plateforme d'échange de bonnes pratiques et de coalition et d'échange aussi d'expertise et de bonnes expériences. Le réseau il a été créé début 2023 au moment où nous avons lancé un premier appel à adhésion auprès de l'ensemble des collectivités territoriales. Donc, et le réseau s'est élargi par 3 autres appels à projets, plutôt appels à adhésion en 2024, 2025 et en 2026. Aujourd'hui, comme vous avez déjà signalé, nous avons 310 collectivités territoriales qui sont membres de ce réseau, les 12 régions du Maroc, 17 préfectures et provinces, et puis 281 communes. Donc, toutes ces collectivités territoriales sont accompagnées par la Direction générale des collectivités territoriales dans leur processus de l'ouverture. Un processus de co-création, tout d'abord. Donc, il y a un processus de co-création, un processus aussi de commise en œuvre et de suivi et évaluation. Le processus de co-création, nous avons aussi mis à disposition les outils et les démarches pour que les collectivités territoriales mènent leur processus. Nous avons aussi fourni la formation et le renforcement de capacité des collectivités territoriales, mais non seulement les collectivités territoriales élues et cadres, mais aussi la société civile qui est représentée au sein des instances consultatives qui sont institutionnalisées au sein des conseils élus. Et puis, nous avons fourni l'accompagnement de proximité de terrain pour l'animation et la mobilisation de l'intelligence collective pour donc, collecter les idées et les propositions
d'engagement d'ouverture, et puis pour les transformer en projets d'ouverture qui sont par la suite adoptés dans le cadre, par les conseils élus au moment de leur session du conseil. Voilà, et par la suite, il y a eu aussi le suivi et l'évaluation. Donc la question de suivi continu des processus et de toutes ces collectivités territoriales. Et puis, nous avons lancé aussi le mois dernier l'enquête pour avoir un suivi de la mise en œuvre de ces programmes. Parce qu'il ne suffit pas de co-créer ces programmes et de les adopter et qu'ils restent là, il faut qu'ils soient mis en œuvre aussi. Voilà, donc, pour vous dire que le cadre institutionnel et le cadre constitutionnel, elle est là, oui, mais il y a une institution qui accompagne les collectivités territoriales pour l'ancrage et l'accélération de la mise en œuvre de ce cadre. Et puis, il y a les outils, la fourniture des outils, il y a le renforcement de capacités pour s'approprier ces outils, pour la mise en œuvre de ces outils. Il y a un suivi continu, un suivi technique continu, aussi bien pour la conduite du processus que pour la mise en œuvre des engagements issus de ce processus. Excellent. Merci beaucoup, Madame Fatchia. Donc, nous retenons que l'intelligence collective est importante pour pouvoir identifier les projets qui seront co-construits aussi bien par la collectivité que par les organisations de la société civile qui représentent la population, mais la nécessité d'avoir aussi des outils, un suivi régulier de ces programmes et un accompagnement quotidien des collectivités que vous avez la responsabilité de suivre est nécessaire pour garantir l'efficacité au niveau des collectivités territoriales. Merci infiniment. À présent, je vais passer la parole à M. Jean-Jacques Yapo, personne ressource sur le chantier du gouvernement ouvert local en Côte d'Ivoire. Monsieur Yapo, la Côte d'Ivoire a inscrit dans son plan d'action OGP un engagement visant à accompagner 10 collectivités territoriales dans les démarches de gouvernement ouvert et notamment à l'adhésion des collectivités territoriales au programme gouvernement ouvert local. Et l'UVICOSI a appelé à jouer un rôle assez central dans cette dynamique. Vous avez été acteur de l'UVICOSI également. Donc nous aimerions savoir aujourd'hui quel est le plan qu'envisage la Côte d'Ivoire pour accompagner ces 10 collectivités et comment cette initiative peut être et devenir un point de départ d'une dynamique nationale plus large d'institutionnalisation du gouvernement ouvert local en Côte d'Ivoire. Vous avez la parole. Bien sûr. Monsieur Jean-Jacques Yapo, vous avez 4 minutes. Ça, c'est le début du stress. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, je voudrais, avant tout propos, dire merci au Royaume du Maroc, à son chaleureux peuple et à son grand roi, que Dieu l'assiste, pour cet accueil qui nous est réservé. Saluer les organisateurs de cette rencontre, CGLU et principalement CGLUA, dans laquelle nous évoluons. Saluer aussi OGP mondial, saluer Tariq pour son leadership au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient, et Nicole aussi au niveau du PAGOF, pour tout ce que vous faites pour nous dans les pays francophones. Saluer toute la grande délégation de l'UVICOSI présente ici, avec à sa tête Madame la présidente du Sénat et le vice-président, le secrétaire général, pardon, de l'UVICOSI. Et puis, à la suite de Tarek, féliciter aussi les Lions de l'Atlas pour leur qualification. Alors, je voudrais peut-être commencer par dire que dans une collectivité, un maire réunit ses populations en Côte d'Ivoire et puis leur dit, pour ce mandat qui arrive, je vous présente le budget de ma collectivité, de notre collectivité. La première réaction des populations, c'est d'abord des applaudissements. Des applaudissements, des félicitations, parce que pour ces populations, c'est la première fois qu'une personne qu'elles ont portée à la tête de leur collectivité
viennent pour leur dire « Voici ce dont nous disposons pour commencer ou pour faire le travail pour lequel vous m'avez porté à la tête de notre commune. » Je raconte cette histoire pour montrer l'importance de la question de la participation, de l'ouverture et de la reddition des comptes. Après 10 années d'adhésion donc, de la Côte d'Ivoire à l'Open Government Partnership OGP, nous y sommes depuis 2015, la Côte d'Ivoire, à travers ses territoires, avait franchi une étape fondamentale, descendre vers les collectivités pour porter la question de l'ouverture. Pour ce faire, 10 communes et une région sont en lice. Il s'agit de Anoumamba, Rubino, Sassandra, Tafiré, Yamsokro, Bobo, Mbengue, Morondo, Mbayakro et Abengourou, qui représentent 850 000 habitants. Ce sont souvent de petites communes, souvent de grandes communes, et il y a la région de la Mé, dont je suis le directeur général, qui a une population de 766 000 habitants. Alors, comment nous en sommes arrivés là? Les collectivités n'ont pas été choisies. Elles ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour montrer leur intérêt à adhérer à ce vaste programme. Nous avons reçu des candidatures spontanées. Les collectivités ont postulé parce qu'elles ne veulent pas être désignées. Elles veulent être porteurs de l'action. Pour nous, c'est la première condition de la durabilité. La volonté politique locale doit précéder l'accompagnement technique. Par la suite, un comité de supervision multi-acteurs a été constitué. C'est composé de l'UVICOSI, de la Direction générale de la décentralisation, de l'Assemblée des régions et des districts de Côte d'Ivoire, de la société civile et des partenaires de OGP, pour assurer la gouvernance du processus. Les collectivités sélectionnées vont maintenant signer donc un engagement officiel. Ces collectivités doivent prendre des arrêtés municipaux ou régionaux, des délibérations instituant la démarche de la gouvernance ouverte dans leur gestion quotidienne. Ce ne sont pas des mémorandums d'intention, ce sont des actes juridiques locaux. C'est ce qui rend la chose encore plus durable. La feuille de route, elle comporte 5 leviers. Le premier levier, c'est la formation. Des sessions de formation seront organisées pour des formateurs qui iront prendre en charge chacun une collectivité pour un meilleur suivi. Ils formeront donc les élus, les agents des collectivités, la société civile et les populations, les citoyens de la société. Le deuxième levier, ce sont les outils de la participation. En Côte d'Ivoire, nous expérimentons déjà le budget participatif. Nous avons des espaces de consultation citoyenne. Nous avons la publication des données financières locales. Et ces choses ont commencé à être expérimentées dans les communes de Yamsokro, d'Abengourou et dans la région de la Mé où le budget participatif est en action. Le troisième levier, c'est le numérique. Pour ces collectivités engagées, une plateforme sera créée et ces collectivités pourront interagir à partir de cette plateforme et sur cette plateforme pour partager leurs bonnes pratiques, pour regarder ensemble les difficultés qu'elles rencontrent et pour chercher des solutions communes pour lever les obstacles. Monsieur le directeur général. Je suis à 3 minutes 52. Merci, j'y vais très rapidement. Le quatrième levier, c'est la capitalisation. Et le cinquième levier, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire la création d'une émulation, donc la récompense des meilleures pratiques en termes de participation citoyenne dans le pays de la Côte d'Ivoire. Ce que nous voulons éviter, c'est ce que nous appelons le syndrome du projet bien documenté, mais qui meurt à la fin du projet. Trop d'initiatives participatives naissent avec un beau rapport et disparaissent avec la fin des financements. Nous voulons perpétuer ces actions. Notre réponse est claire. Institutionnaliser
avant de capitaliser. Chaque commune doit inscrire la gouvernance ouverte dans ses règlements intérieurs, ses processus budgétaires, ses pratiques ordinaires avant que nous produisions le guide ou organisions la cérémonie de remise de prix. Ces 10 communes et la région de la Mer sont notre première cohorte, mais notre ambition, c'est qu'elles deviennent les éducatrices des communes et régions qui viendront après elles. L'UVIC aussi compte 201 communes. L'Assemblée des régions et districts compte 33 membres, dont 31 régions et 2 districts autonomes. Nous voulons qu'à l'horizon de 2030, chaque commune ivoirienne, chaque région ivoirienne, chaque district ivoirien sache ce que signifie gouverner ouvertement. La participation ne doit pas rester un événement. En Côte d'Ivoire, nous voulons qu'elle devienne une manière de gouverner. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jean-Jacques. Très bien. Merci beaucoup, M. Jean-Jacques Yapo, directeur général de la région de la Mer. Nous avons compris qu'en Côte d'Ivoire, le programme d'institutionnalisation démarre aujourd'hui par 10 collectivités, mais c'est une première cohorte et la nécessité de généraliser est un engagement que l'État ivoirien a pris pour l'étendre dans les politiques locales ouvertes. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons, c'est Madame Alejandra Rodas en ligne? Est-ce qu'il est possible de nous connecter à Madame Rodas? Très bien. En attendant, je vais passer la parole à Monsieur Mokhtar Ahmed. Monsieur Mokhtar Ahmed, la région de Kaduna est reconnue comme l'un des champions du gouvernement ouvert au niveau local, en Afrique et au sein de l'OGP. À partir de votre expérience, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de la manière d'ancrer le gouvernement ouvert dans la planification, le budget et la gouvernance publique? Vous avez la parole. Thank you very much, Nicole. Let me start by congratulating the government of Morocco, specifically the authorities in Tangier, and to wish the King of Morocco health and wisdom in governing this great territory. I would also want to pass on the felicitation of His Excellency, Madam Obasani, CON, the Executive Governor of Kaduna State, and also to congratulate Morocco in having qualified to the round of 32. They are so lucky Nigeria is not in the same group with them. Yes, as we all know, Nigeria is a federation consisting of about 36 states, which we call the subnationals or territory, and we practice a governance that is such that you have the federal government, you have the states that are 36, and of course the local governments. The local governments are about 774, and in Kaduna State we have 23 of them. Kaduna State joined the OGP in the year 2018, which is about 8 years ago. And since we have done that, we have done 2 state action plans. We are on the 3rd one now. And we want to share our experience of that journey, which is all-inclusive. The topic of today, participatory budgeting, is one key aspect that we have used the OGP principle to execute. And part of the lessons that we have are many, but for the 4 minutes that I'm given, I will restrict myself to about 4 of them. Number one that we have experienced, and we think it will be very good for the South-South, and especially African countries, is for us to find a way of legally protecting and automating the budgetary process, the participatory budget process. What happens in Kaduna State is that we take budgeting from the community level. That's what you call the Community Development Charter, which are small communities that consist of different individuals, religious leaders, traditional leaders,
civil society organizations. They are the ones that come together before every budget cycle to agree and request from the government that this is what we want to be put in the budget for us. And this is done before we even do the medium-term expenditure framework, so that by the time we collect all this position, in the budgeting we make sure that 5% of capital budget is given to such communities. So if we do that and we try to make it legally protected by passing laws, which we have done at the local government levels, no local government is going to do any budget without coming to the public to tell them that this is what we are going to do, and we also want you to have your input. So this is done. Then secondly, in Kaduna, we have onboarded all the 23 local governments that are in the state into the OGP, and this we have done by getting their buy-in. They have all signed into the principles of OGP, and part of the things, the requirement that we'll do is for them to take one commitment area to say that, okay, this is what we are going to execute in our budget. For all of them, we took just one, which is on health, service delivery on health. All of them have signed on to that, and this is what we are doing with them. Then the third one is to establish a framework for participatory audit framework. This is a co-created activity whereby the civil society organization and the State Auditor General, all of them have agreed to sign on that, okay, audit exercise is going to be done together with the civil society organization. And whatever the audit report that comes out of that will be taken to the House of Assembly, which is the parliamentary in the state, and they are the ones now to push the executive to say that, okay, this is what we have observed, what are you doing about it to correct it? And the feedback comes back to the citizens as to what is happening in that regard. And for sustainability and the continuity of the OGP principles that concerns the participatory budget process, we want to have a system, or we are doing a system whereby you have the investment into the next generation. You have youth hopes for, OGP. You have the youths that are participating in the OGP activities so that they will carry forward the conversation. In a situation whereby the old have gone, you have the youths that are carrying on the activity and the exercise. So in Kaduna, we have the youth hope for governance in the OGP process. And another thing that we are trying to achieve is to structure this budgeting proposal, the participatory budget calendar, into the budget calendar, to make it mandatory that for a budget cycle, this should be part of it. So these are the few things from the experience of Kaduna, and we would continue to push for a better citizen-government relationship. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Très intéressant. Nous comprenons que la nécessité de ventiler les principes de l'OGP dans toutes les strates de la politique de gouvernance locale est nécessaire pour garantir une efficacité des politiques et des stratégies que vous mettez en place dans la région de Kaduna. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. À présent, en attendant que Madame Rodas soit connectée, elle est à présent connectée. Buenos días. Hello. Bonjour, Madame Rodas. Bonjour. Comment vous allez? Bien, bien, et toi? Thank you so much. Ah oui, elle est là. Parfait. Alors, le deuxième plan d'action pour un gouvernement ouvert à Bogota prévoit des mécanismes de dialogue continu et de suivi partagé tout au long de sa mise en œuvre. À partir de votre expérience, Madame Rodas, quels enseignements Bogota tire-t-elle sur la manière de faire perdurer la participation citoyenne au-delà de la consultation et de la transformer en une pratique plus permanente et institutionnalisée de gouvernance urbaine? Vous avez la parole. Merci. Buenos días a todos y todas, a los organizadores por permitirnos estar desde Bogotá. Cambio el idioma y cambio el continente para contarles un poco de la experiencia de Bogotá, Colombia. Bogotá tiene una pregunta que viene muy desde la mano de lo que nos estaban preguntando ahora, que sabemos que no es solo nuestra,
y es cómo hacer que la participación ciudadana no muera después de la consulta. Porque el riesgo real no es que los ciudadanos no quieran participar, el riesgo es que participen y después no pase nada con ellos. Que el proceso termine, el informe se archive y la confianza se erosione. Eso es exactamente lo que quisimos evitar con nuestro segundo plan de acción de gobierno abierto de Bogotá. Y el reto que tenemos es grande. Este segundo plan de acción de ciudad lo co-creamos con más de 12.000 personas y más de 200 representantes de sociedad civil, academia e instituciones, organizados por 9 compromisos concretos. Pero la elección no está en la consulta inicial, está en lo que viene después, en lo que estamos viviendo en este momento. Nuestra apuesta fue que la participación se vuelva sostenible cuando se institucionaliza en 3 capas al mismo tiempo. Nuestra primera capa fue una norma que garantice la permanencia, y es por eso que no podemos perder la voluntad en un solo gobierno. Por eso creamos una Dirección Distrital de Innovación Pública y Estado Abierto, una entidad con soporte institucional, presupuesto propio, que alineada con nuestro objetivo de confianza en la ciudadanía en nuestro plan de gobierno. Así, el gobierno abierto no es un proyecto, es una función permanente del Estado de Bogotá. La segunda capa, una estructura multiactor que vigile, no solo opine. Y es ahí donde repensamos nuestro círculo de gobierno abierto de Bogotá, un modelo en 2 niveles en este momento. Un círculo ampliado, abierto a organizaciones de sociedad civil, academia, gremios y entidades públicas. Y dentro de él, un círculo más pequeño orientado a estrategia que acompaña el plan y nuestra relación con OGP a nivel internacional. De 173 organizaciones y ciudadanos inscritos, 106 fueron aprobados en este círculo amplio. Se organizaron por mesas temáticas: educación, control social, género, seguridad, salud, movilidad, entre otros. Y lo más importante es que no solamente están opinando, también covigilan y nos acompañan en la implementación de estos compromisos y nos piden cuentas. La participación deja de ser algo meramente consultivo y pasa a ser un seguimiento estructurado, complementado además con el mecanismo de revisión independiente de OGP. Y la tercera y última capa son los datos abiertos que vuelven consecuente la participación. En el centro de nuestro plan están datos para la transparencia, un modelo que tenemos de transparencia proactiva. Hoy tenemos más de 100 visores de información pública, incluyendo nuestro presupuesto y la ejecución de proyectos y alertas anticorrupción, con un uso ciudadano que ha incrementado en el último año en un 50%. Estamos con más de 42 entidades del gobierno de la ciudad bajo estándares comunes, porque creemos que cuando la ciudadanía organizada tiene la información sobre cómo gastamos y dónde está el riesgo, el control social tiene dientes, y eso es confianza. Entonces, la lección que tenemos desde la ciudad y lo que estamos tratando de construir desde Bogotá es que debemos institucionalizar el gobierno abierto, serlo parte de nuestro ADN como gobierno, pero también tener un grupo multiactor que haga seguimiento y nos acompañe en la implementación de una forma activa, y datos que hagan consecuente la participación. Para nosotros no son etapas, son capas simultáneas que hemos estado trabajando fuertemente desde el 2024 y que juntos transforman momentos de consulta en un ciclo permanente, en co-creación, en implementación, en seguimiento compartido y rendición de cuentas. Muchas gracias y muchas gracias por permitirnos participar en este gran panel desde Bogotá. Merci beaucoup, Madame Rodas. Je vais inviter Monsieur Nachnash à résumer rapidement les propos de Madame Rodas. Nous n'avons pas la traduction, nous n'avons pas la prétention. En quelques mots. Très bien, merci beaucoup. On va revenir sur les points clés partagés par Madame Rodas à la conclusion. À présent, je vais passer la parole à Monsieur le directeur général des services du Conseil de la région de Tanger-Tétouan. La région de Tanger-Tétouan, Monsieur le directeur, est membre de l'OGP local et a conduit 2 plans d'action successifs de gouvernement ouvert local. Et après cette expérience, quels mécanismes ont le plus aidé la région à renforcer la participation, la transparence, le dialogue avec les citoyens? Et quelles sont les leçons que vous pouvez proposer aux villes et régions qui souhaitent faire de la participation une pratique durable de gouvernance? Merci, monsieur. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier l'OGP pour cette invitation. Je suis très ravi de faire partie de ce panel qui traite une thématique très importante concernant la participation citoyenne. Et permettez-moi de commencer par partager un chiffre. Selon Arab Baromètre, édition 2024, au Maroc, moins d'un citoyen sur 2 déclare faire confiance
à ces institutions territoriales élues. C'est un chiffre très interpellant, parce qu'il ne parle pas seulement de la confiance, mais surtout, il nous interpelle par rapport à notre capacité d'agir et à transformer la dynamique de développement territorial. Donc, pour moi, la question qui se pose, ce n'est pas uniquement comment faire participer davantage les citoyens, mais surtout, comment faire de la participation un vrai moteur durable de confiance. Ça, c'est exactement ce que nous avons essayé de mettre en place durant notre adhésion à l'OGP local en 2020. Et avec le recul, j'aimerais bien partager avec vous 3 leçons principaux. Le premier, principal plutôt. La première, nous n'avons pas commencé par créer des nouveaux outils. Nous avons commencé par changer notre mindset et notre façon de travailler. Ça, c'est très important parce qu'avant de transformer les institutions, il faut tout d'abord avoir une appropriation de cette logique de transformation par rapport aux décideurs, surtout au niveau des élus, les parties prenantes, l'administration aussi. Donc, il faut avoir une culture commune avant d'entamer un processus et une feuille de route d'opérationnalisation des objectifs de l'OGP. Donc, il faut construire cette conviction partagée. Notre deuxième leçon est que la confiance demande du temps. Ça, c'est très important. Je vais citer un seul exemple, celui de budget citoyen. Nous avons actuellement édité deux versions du budget citoyen. Et dans la première édition, les réactions ont été très nombreuses. Certains étaient positifs, mais d'autres étaient très critiques. Et c'est une bonne nouvelle parce que, en fait, quand les gens commencent à poser des questions, ça veut dire qu'ils sont ressentis, qu'ils sont embarqués dans la dynamique de discussion. Et petit à petit, au lieu de discuter le document en lui-même, la discussion porte plutôt sur la chose publique et comment prioriser, comment planifier, comment mettre en place des projets de développement. Et ça, c'est aussi une leçon que nous avons constatée lors de la déclinaison de notre première expérience du plan d'action. La troisième leçon est probablement aussi la plus importante. Le plus grand risque n'est pas le manque de moyens ou bien le manque de la volonté politique, mais pour nous, le vrai risque, c'est le relâchement institutionnel. Le relâchement institutionnel qui peut être dû à plusieurs causes. Tout d'abord, le changement de top management au moment des élections, c'est-à-dire les priorités diffèrent d'un conseil à un autre. Aussi, ça peut être dû à la fin d'un programme de coopération internationale. Donc, il y a le risque de commencer à certains moments à zéro. Donc, pour nous, nous avons décidé dans notre deuxième plan d'action de bâtir ce plan d'action justement sur 5 éléments majeurs que nous avons tiré profit de la première expérience. La première, tout d'abord, c'est de saisir le contexte national. Nous avons déjà la volonté de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et d'ailleurs, parmi les recommandations des 12e assises de la régionalisation avancée, un axe dédié à la participation citoyenne. Nous avons, la DGCT, Mme Zanibi a bien exposé les démarches qui sont, et la boîte à outils en fait, qui est mise en place pour l'accompagnement des territoires. Donc, il faut saisir ce contexte national. Deuxièmement, nous sommes allés dans une logique de percer avec des outils de déclinaison de l'OGP, de ne pas rester uniquement dans le niveau politique, mais de les intégrer dans l'aspect opérationnel de l'administration. C'est-à-dire les objectifs font partie d'ores et déjà des tableaux de bord des gestionnaires, chacun dans son domaine, l'environnement, le social, le culturel, etc. Et aussi, nous avons essayé de mettre en place un comité qui n'est pas uniquement constitué par le Conseil, mais surtout en partenariat avec la société civile, en parité et en parité aussi parité genre, pour permettre en quelque sorte de pérenniser l'expérience et d'avoir la continuité de notre temps. Aussi, nous avons essayé de mettre en place des plateformes d'échange permanent. Nous avons un projet qui s'appelle le SLEC,
les services locaux énergie-climat, qui couvrent l'ensemble des provinces de notre région, qui sont à nombre de 8. Donc ce sont des plateformes qui vont servir comme un mécanisme permanent d'échange entre les élus, l'administration, la société civile, le secteur privé et toutes les parties prenantes. Parfait. Et ça, pour aussi pérenniser la déclinaison de nos plans d'action. Quatrièmement, nous avons fait nous avons choisi nos priorités par rapport au sujet qui intéresse le plus les citoyens. Par exemple, nous avons choisi la thématique du stress hydrique et mettre un projet qui s'appelle le Nexus Eau Énergie Sécurité Alimentaire pour faire face au stress hydrique, mais aussi pour assurer notre souveraineté alimentaire au niveau de la région. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je vais terminer par la cinquième idée, et la dernière. C'est que nous avons porté le volet de la participation citoyenne de l'aspect projet opérationnel à l'aspect de la réflexion stratégique. Donc tout ce qu'on est en train de mener en matière de la réflexion stratégique, que ce soit dans le domaine économique, social, culturel ou environnemental, on essaie d'associer en permanence la société civile dans notre logique de construction de ces stratégies. Donc ce sont les leçons qu'on peut tirer de l'expérience de le deuxième plan d'action de l'OGP de la région de Tanger, Totian, Hussima. Je vous remercie infiniment. Excellent. Merci beaucoup. Très bien. Nous avons terminé ce premier panel. Je remercie l'ensemble des intervenants et les expériences qui ont été partagées, qui étaient très riches. Les discussions vont continuer après cette session. Et bien entendu, les contacts vont être partagés avec l'ensemble des participants pour des échanges un peu plus approfondis. Je vous remercie. On va faire une photo. Tarek. Merci beaucoup aux intervenants de ce premier panel. Ce que nous venons d'entendre montre une trajectoire claire. Le gouvernement ouvert ne devient durable que lorsqu'il est structuré. Il doit s'appuyer sur un cadre, sur des institutions. Il doit être lié au plan d'action, au budget, aux services publics et aux mécanismes de suivi. Il doit aussi permettre l'apprentissage entre collectivités et société civile et citoyens. Mais cet engagement institutionnel n'est pas une fin en soi. La question devient: que change une participation durable dans la vie des citoyens et dans la manière dont une société fonctionne? C'est ce passage que nous allons maintenant explorer, de l'engagement institutionnel à la transformation sociale. Et j'invite les intervenants du premier panel à regagner leur place et à appeler les intervenants du deuxième panel à nous rejoindre sur scène. Merci. Merci beaucoup pour cette transition qui conclut le panel 1. Nous allons à présent démarrer le deuxième panel qui porte sur l'engagement institutionnel à la transformation sociale. Et j'appelle à me rejoindre M. Saïd Ziane, directeur pôle d'accompagnement de la mise en œuvre du programme de l'INDH du Maroc. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. J'appelle à présent Madame Maria Ouberechena, j'espère que c'est bien prononcé. Génial. Ministre de la Gouvernance, de l'Administration numérique et de l'autogouvernement, gouvernement basque. J'appelle à me rejoindre le maire d'Amman, Youssef Al-Shawarbe.
Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci de les accompagner, de les encourager, s'il vous plaît. Merci. J'appelle à présent M. Radwan Amhaïl, président de l'instance consultative chargée des questions d'intérêt des jeunes et membre du conseil régional de Guélim Oued Noun. Je ne pense pas qu'il soit avec nous aujourd'hui. Et enfin, j'invite à me rejoindre M. Bachir Kanouté, président de l'OIDP Afrique, à me rejoindre sur le podium. Merci beaucoup. Et enfin, M. Nyagno Olempio, expert auprès du pôle budget ouvert du ministère de l'économie et des finances du Bénin. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Je vais introduire rapidement ce deuxième panel qui porte sur la participation, l'engagement institutionnel à la transformation sociale. Donc, lorsque la participation citoyenne devient un engagement institutionnel durable, il est plus facile que les citoyens soient impliqués et qu'ils s'approprient les politiques de gouvernance locale qui sont mises en place par les collectivités, les communautés, les institutions et les services publics. Nous avons vu dans le premier panel comment la participation peut être institutionnalisée et passée à l'échelle. Le deuxième panel pose maintenant la question de la transformation sociale. Que change une participation durable pour les citoyens? Que change-t-elle pour les services publics? Que change-t-elle pour la confiance, l'inclusion, la redevabilité et la résilience des institutions? Je vais passer la parole à M. Saïd Ziane, le directeur du pôle de l'accompagnement de la mise en œuvre des programmes de l'INDH. L'INDH a 26 ans. Après ce parcours, 26 ans, c'est bien. 21 ans? Très bien. 21 ans, il y a un mois. Parfait, nous allons corriger notre copie. Donc l'INDH a 21 ans. Quelle route parcourue et quel objectif futur? Parfait, bien sûr. Allez-y. Mesdames et messieurs, en vos rangs, qualité, tout protocole respecté, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements aux organisateurs de ce forum, de ce congrès mondial, d'avoir invité l'INDH à partager son expérience et apporter sa contribution à une thématique sur laquelle œuvre depuis plus de 21 ans. Dans un premier temps, permettez-moi de présenter succinctement ou brièvement ce programme INDH et dans un deuxième temps, je vais un petit peu présenter comment l'action de l'INDH s'articule par rapport à la thématique de ce panel. L'initiative nationale de l'INDH, c'est un chantier de rein lancé en 2005 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avec une double ambition, à la fois promouvoir le capital humain dans notre pays, mais également consolider la cohésion sociale en redonnant espoir aux citoyens. L'INDH, il investit dans des domaines en relation avec l'infrastructure de base, l'infrastructure essentiellement, mais aussi dans l'inclusion des catégories qui vivent dans la précarité, la vulnérabilité, mais aussi, plus récemment, ça fait moins de 7-8 ans, nous œuvrons dans des actions qui contribuent, et de manière volontariste, à la promotion du capital humain dans notre pays, mais
aussi à l'inclusion des femmes et des jeunes. Pourquoi l'investissement dans le capital humain? Tout simplement parce que les études l'ont démontré, donc la richesse des pays elle est formée essentiellement par le capital humain, mais aussi par le capital productif, mais également les richesses dont dispose chacun des pays. Et le capital humain, il désigne un ensemble de compétences, de connaissances et d'aptitudes qui permettent aux individus, à tout à chacun de nous, de réaliser son plein potentiel et de contribuer à la vie économique, sociale et citoyenne. Donc, les pays, en fait, ne se développent pas uniquement grâce à leur infrastructure ou à leurs ressources naturelles, ils se développent essentiellement grâce à la qualité de leur capital humain, c'est-à-dire grâce à ces femmes, grâce à ces hommes capables d'innover, de créer, de participer, de relever les défis, mais aussi de contribuer activement au développement de pays. À titre d'illustration, les CH des pays de l'OCDE, les pays les développés, elles représentent 70% de la formation de richesse de ces pays. L'étude réalisée au niveau national par le Conseil économique, social et environnemental, mais aussi par l'appui de la Banque centrale, Banque El Maghrib en 2014, qui a été ordonnée par Sa Majesté le roi Claudio VI en 2014, elle a démontré que le capital humain de notre pays ne contribue qu'à 41% dans la richesse de notre pays. C'est pour dire l'intérêt d'aller davantage et l'intérêt d'investir davantage dans les aspects immatériels de ce capital humain. En presque 21 ans d'existence, l'INDH est aujourd'hui pleinement installé dans le paysage institutionnel marocain. L'ingénierie de ces programmes, il a placé l'homme, particulièrement les cibles qui sont adressées et qui vivent dans la précarité, dans la vulnérabilité et dans l'exclusion. L'homme est placé au centre des préoccupations afin d'apporter des réponses à des problématiques d'exclusion de l'action et des programmes de l'État. Ainsi, les programmes de l'INDH s'articulent, comme je viens de le dire, notamment autour des réductions de disparités territoriales et sociales, l'inclusion socio-économique des catégories précaires et la promotion du capital humain de manière volontariste. Je cite par rapport à cette dimension du capital humain, et à titre, je dirais, illustratif, le développement de la petite enfance, l'éducation préscolaire, l'amélioration de la santé maternelle et infantile, la contribution à la lutte contre l'abandon scolaire, notamment dans le monde rural, mais aussi le soutien à l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes. Cette nouvelle orientation se justifie par le fait que les investissements qui sont réalisés à des stades précoces de la vie de l'individu, ils ont un retour sur investissement le plus rentable comparé au reste des stades de la vie. Et ça a été démontré par des études d'un économiste, prix Nobel de l'économie en 2006, c'est James Heckman, qui a démontré que le rendement de l'investissement est une courbe décroissante. Donc l'investissement dans les stades précoces, c'est le plus rentable. Mais le plus important pour nous, l'INDH, au-delà des programmes, c'est aussi de la méthode. Il a ancré la participation et la mesure de l'impact pour contribuer au développement du capital humain dans notre pays. C'est pourquoi on a développé des outils de diagnostic, de planification, de suivi et évaluation des programmes qui ont été développés dans l'objectif d'instaurer la démarche de planification stratégique, la culture de résultats, la transparence et la reddition des comptes. Sans vouloir trop m'attarder par rapport à cette composante programmatique, je passerai directement à la gouvernance qui constitue la marque de fabrique de l'INDH. Cette gouvernance, aujourd'hui, elle compte un écosystème de 15 000 membres au niveau national, relevant de 600 organes de gouvernance qui constituent des espaces de dialogue, de concertation, de formulation de besoins, de définition des priorités. Ces organes de gouvernance sont d'une composition tripartite. Il inclut toutes les forces vives au niveau d'un territoire donné qui sont impliquées dans le développement humain. Les élus, représentants des citoyens, la société civile, mais également l'administration. C'est une composition tripartite. Cette gouvernance, elle est sensible au genre et à la jeunesse. Ces organes de gouvernance, il inclut au moins 20% de femmes et 15% des jeunes. Cette gouvernance, elle se déploie à 3 niveaux, en plus d'un niveau central, qui définit un petit peu le cadrage et les orientations générales, mais par rapport à la gouvernance territorialisée, il suit un petit peu notre schéma de déconcentration. On a un niveau régional qui est là pour consolider, pour disposer d'une vision d'ensemble par rapport aux indicateurs de développement humain, mais le niveau d'exécution, c'est le niveau provincial, c'est là où se fait la planification stratégique et l'exécution et le suivi des indicateurs, mais à un niveau infraprovincial au plus proche des citoyens et qui est un niveau supracommunal, c'est là où se fait l'expression de besoins et le diagnostic participatif. Excellent. Donc l'INDH, je terminerai, j'accorde 2 minutes si possible,
pour clôturer cette présentation. Très bien. Donc, la gouvernance, aujourd'hui, elle apporte une nouvelle philosophie, une nouvelle méthodologie qui instaure la confiance et qui rompt avec les schémas traditionnels de gestion des affaires locales en donnant aux populations et à la société civile les moyens d'être entendus, soutenus, mais également respectés. Cette façon de faire suppose une éducation civique qui forge la conscience citoyenne de l'individu et constitue le socle de sa participation active dans la vie publique. L'INDH, in fine, c'est un chantier de Rennes, porté au plus nouveau. On a le portage de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, qui est là pour un Maroc tourné en mouvement, tourné vers l'avenir, mais également, elle est là pour honorer les générations qui ont contribué à son émergence. L'INDH, c'est un modèle inspirant qui montre que le développement du capital humain est indissociable d'une gouvernance participative et inclusive, intégrant bien évidemment les élus, la société civile et l'administration, les femmes, les jeunes, la finalité étant de promouvoir la participation des populations dans la construction du modèle de société auquel tout un chacun, où les femmes et les hommes participent pleinement au processus de prise de décision. Je vous remercie. Merci de tarder un petit peu à ma présentation. Merci infiniment. À présent, Madame la Ministre, je vous passe la parole. Madame la Ministre, vous allez structurer votre propos autour de la gouvernance basque, la participation citoyenne qui s'inscrit dans une culture institutionnelle construite sur la durée, dont on aimerait bien avoir vos retours d'expérience sur cette politique qui a été construite pendant plusieurs années et quelles sont les bonnes pratiques qui peuvent être partagées avec les participants. Je vous remercie. Merci, bonjour a tous. Je vais parler en español. Buenos días y permítanme comenzar situando muy brevemente Euskadi. Somos una comunidad situada en el norte de la península ibérica, en la fachada atlántica europea, con una población de algo más de 2,2 millones de habitantes y un amplio nivel de autogobierno. Somos una comunidad abierta con una economía industrial avanzada, una fuerte tradición cooperativa y una clara apuesta por la innovación, la digitalización y también la sostenibilidad. Contamos además con una identidad cultural y lingüística propia. El euskera, una de las lenguas más antiguas de Europa, convive con el castellano como lengua oficial y forma parte de una sociedad plural y muy diversa. Vivimos una época de grandes transformaciones, la revolución digital, la inteligencia artificial, el cambio climático o los cambios demográficos están transformando nuestras sociedades a una velocidad sin precedentes. Nos enfrentamos a desafíos y riesgos como la desinformación, la polarización, la desconfianza institucional y una creciente distancia entre ciudadanía e instituciones. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestra democracia? Les voy a trasladar una convicción nacida desde nuestra experiencia en Euskadi. En los últimos años, Euskadi ha trabajado para reforzar esa relación a través de 5 pilares fundamentales. El primero, la transparencia, esencial para cualquier democracia avanzada. El segundo pilar es la participación. Las personas quieren ser escuchadas y comprobar que sus aportaciones influyen de una forma real en las políticas públicas. También el tercer pilar, la integridad institucional, la confianza se fortalece cuando las instituciones actuamos con ejemplaridad. Rendición de cuentas, debemos explicar nuestras decisiones, asumir responsabilidades y responder ante la ciudadanía. Y la evaluación de las políticas públicas. La democracia del siglo XXI necesita aprender, saber qué políticas funcionan, cuáles generan resultados y cómo mejorar continuamente la acción pública. Y añado una última reflexión. Necesitamos que las nuevas generaciones comprendan cuál es el funcionamiento de las instituciones democráticas. Y en Euskadi estamos trabajando para que eso sea así. Queremos ser parte activa de esa transformación, queremos liderar con hechos, queremos avanzar, colaborar y construir una democracia más fuerte, más abierta, más humana y mucho más justa. Muchas gracias. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous passons la parole à présent à Monsieur Youssef Al-Shawabet, maire d'Amman. Monsieur le maire, comment votre ville a-t-elle vécu l'apprentissage? Quels objectifs y a-t-il encore à accomplir dans la démarche de participation citoyenne de co-construction de l'action publique? Je vous remercie.
بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا. بالبداية اسمحوا لي أن أتقدم إلى المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على هذه الاستضافة النوعية والمتميزة وعلى إقامة هذه الفعاليات وليس فعالية واحدة أيضا المتميزة. واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر للقائمين على هذه الفعالية وهذه اللقاءات المتميزة. وأيضا اسمحوا لي أن أتقدم باسم النشامة بتهنئة إلى أسود الأطلس بمناسبة فوزهم وتأهلهم إلى دور 32 في كأس العالم، وأتمنى لهم التوفيق دائما وصولا إلى النهائي إن شاء الله. أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة، يسعدني أن أشارككم في مدينة طنجة هذا الحوار الحيوي حول مستقبل التحول الديمقراطي في الجنوب العالمي، وهو موضوع يمس جوهر التحديات والفرص التي تواجه مدننا ومجتمعاتنا في مرحلة تتسارع فيها التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. فالديمقراطية ليست مجرد منظومة مؤسسات أو إجراءات انتخابية، بل هي ثقافة مجتمعية تقوم على الوعي والمشاركة والثقة والمسؤولية المشتركة. ومن هنا فإن مستقبل التحول الديمقراطي يرتبط بقدرتنا على بناء مواطن واع مطلع وقادر على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبله ومجتمعه. وفي مدن الجنوب العالمي حيث تتقاطع تحديات النمو السكاني والتحضر المتسارع والضغوط الاقتصادية والتفاوت في الوصول إلى الخدمات والمعرفة، تبرز الحكومات المحلية باعتبارها المستوى الأقرب إلى المواطنين والأقدر على ترجمة مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة إلى ممارسات يومية ملموسة. السيدات والسادة، في مدينة عمان نؤمن بأن بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة يبدأ من الانفتاح والحوار وإشراك المجتمع في صياغة الحلول. ولذلك عملت أمانة عمان الكبرى على تطوير نهج يقوم على الحوكمة التشاركية وتعزيز مشاركة المواطنين في التخطيط الحضري وصناعة القرار وتطوير الخدمات العامة. وانطلاقا من قناعة راسخة بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون شراكة حقيقية مع المجتمع، كما أن التحول الرقمي الذي تشهده المدن اليوم يمثل فرصة غير مسبوقة لتعزيز الديمقراطية المحلية في إطار استراتيجية عمان للمدينة الذكية. نسعى إلى توظيف التكنولوجيا ليس فقط لتحسين كفاءة الخدمات، بل أيضا لتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتوسيع قنوات المشاركة المجتمعية وتمكين المواطنين من التفاعل المباشر مع مؤسساتهم المحلية. غير أن هذا التحول رغم أهميته يفرض تحديات جديدة، أبرزها انتشار المعلومات المضللة وتراجع الثقة بالمصادر الموثوقة. ولذلك فإننا بحاجة إلى الانتقال من مفهوم التحول الرقمي إلى مفهوم التمكين الرقمي، ومن مجرد إتاحة التكنولوجيا إلى بناء القدرة على استخدامها بوعي ومسؤولية. ومن هنا تبرز الدراية الإعلامية والمعلوماتية بوصفها ركيزة أساسية للمواطنة المعاصرة والتربية المدنية، فهي شرط لتعزيز المشاركة الواعية ومواجهة التضليل وحماية التماسك المجتمعي وترسيخ الثقة بالمؤسسات العامة. فالمواطن اليوم لا يحتاج فقط إلى الوصول إلى المعلومة، بل إلى القدرة على تحليلها والتحقق منها والتفاعل معها بشكل مسؤول. وفي هذا السياق تفخر عمان باستضافة فعاليات الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لليونسكو، ومساهمتها في النقاشات الدولية حول بناء مدن أكثر وعياً وقدرة على التعامل مع تحديات العصر الرقمي ضمن إطار مبادرة مدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية. كما نعمل على ترسيخ مبادئها التي تضع المواطن في قلب منظومة المعرفة والاتصال والمشاركة، ونرى
في المدارس والجامعات شريكاً أساسياً في ترسيخ هذه المهارات لدى الأجيال الناشئة باعتبارها الحاضنة الأولى للمواطنة الواعية. إن الحديث عن الديمقراطية في القرن ال21 يقودنا مباشرة إلى مفهوم التعلم مدى الحياة، إذ أن المجتمعات القادرة على التعلم المستمر هي الأكثر قدرة على التكيف والابتكار والمشاركة الفاعلة. ومن هذا المنطلق تفخر مدينة عمان بانضمامها لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، التي تنطلق من رؤية شاملة تعتبر أن التعلم لا يقتصر على التعليم النظامي فحسب، بل يمتد ليشمل جميع مراحل الحياة وفئات المجتمع. ومن خلال هذه العضوية تعمل عمان على تعزيز التعلم المستمر وتنمية المهارات الرقمية وتمكين الشباب والنساء ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع الوصول إلى المعرفة. فالمواطن المتعلم هو الأكثر قدرة على ممارسة حقوقه وواجباته والمشاركة في الشأن العام والإسهام في بناء مؤسسات أكثر شفافية وكفاءة واستجابة. ومن هذا المنظور تمثل مدن التعلم نموذجاً عملياً لتعزيز رأس المال البشري والاجتماعي وترسيخ المواطنة الفاعلة وتحويل المعرفة إلى رافعة للتنمية والتحول الديمقراطي. ويعد الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من سكان الجنوب العالمي القوة الأكثر تأثيراً في إحداث التغيير الإيجابي. ففي الأردن يشكل الشباب ما بين 15 إلى 24 عاماً نحو 5 السكان. وانسجاماً مع ذلك تضع رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033 تمكين الشباب في صميم أولوياتها من خلال تطوير المهارات وربط التعليم بسوق العمل وتوسيع فرص التشغيل. ختاماً، فإن الاستثمار في التربية المدنية والدراية الإعلامية والمعلوماتية والتعلم مدى الحياة في إطار مبادئ الحوكمة المنفتحة والتحول الرقمي الشامل هو استثمار في مستقبل أكثر عدالة وشمولاً واستدامة. فالديمقراطية تبدأ بالمواطن الواعي، والمواطن الواعي يبدأ بالمعرفة. نحتاج إلى مواطن متعلم ومجتمع واع ومؤسسات منفتحة ومدن قادرة على الابتكار والاستجابة لتطلعات سكانها. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله. Merci, Monsieur le maire. Merci infiniment pour ce partage. Très bien. À présent, je vais inviter Monsieur Bachir Kanouté, président de l'OIDP Afrique, pour nous entretenir sur la question du budget participatif, qui est un outil les plus connus de la démocratie participative locale, mais dans beaucoup de contextes, il reste encore expérimental ou dépend des projets spécifiques, accompagnés soit par la collectivité elle-même ou par les partenaires techniques et financiers. Monsieur Bachir Kanouté, vous avez 4 minutes. Merci. Merci Nicole pour la parole et merci également aux organisateurs pour l'invitation. Merci au peuple marocain et également Sa Majesté, et que Dieu l'assiste. Félicitations au Maroc, au Royaume du Maroc pour la Coupe. Je sens que cette édition de la Coupe du Monde devra rester en Afrique. Et le Maroc est très proche. Donc soutenons les Lions et espérons qu'ils nous amènent la Coupe. Sur la thématique, en Afrique comme un peu partout dans le monde, le réflexe participatif se développe. Il se développe en réponse à plusieurs enjeux. Enjeu de comment renforcer la légitimité des institutions, enjeu de comment construire la décision publique, enjeu de comment renforcer la transparence et enjeu de comment rapprocher les citoyens aux institutions publiques. Et le budget participatif est une de ces approches qui nous permet d'aller vers ça. Et si je jette un regard panoramique sur l'Afrique, aujourd'hui on est aux alentours de 4000 expériences dans une trentaine de pays que notre organisation, l'Observatoire, suit, accompagne. Mais le constat, même si l'Afrique avance sur cette thématique, le budget participatif reste encore une pratique, pas encore la norme. Et vous l'avez
vous l'avez dit. Pour la rendre durable et institutionnalisée, plusieurs recommandations et plusieurs suggestions peuvent être faites. Bon, je vais partager avec vous 4, mais je vais vous laisser également le mémorandum panafricain que nous avons élaboré avec l'Union africaine et CGLU Afrique sur les enjeux et défis de la décentralisation, de la gouvernance et de la démocratie participative. Et vous verrez les 7 grands défis sur cette thématique et les 21 recommandations qui ont été faites. Alors, je vais vous en partager 4, comme je n'ai que 4 minutes, donc 1 minute par recommandation. La première, à mon avis, si nous devons rendre durable la participation citoyenne, c'est important qu'on puisse fédérer nos initiatives pour aller vers l'institutionnalisation. Fédérer nos initiatives, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a plusieurs institutions, plusieurs organisations qui travaillent sur cette thématique, mais apparemment, la coalition forte qui permet de porter ces enjeux et qui permet d'aller vers la normalisation et l'institutionnalisation de cette charte africaine des valeurs et principes n'est pas encore le cas. Donc, je pense que c'est essentiel que toutes ces organisations qui y travaillent, l'OGP en fait partie, CGLU Afrique en fait partie, l'OIDP Afrique en fait partie, puissent travailler ensemble pour aller vers une meilleure opérationnalisation du cadre normatif continental. Aujourd'hui, les statistiques, c'est qu'il n'y a que 8 pays africains qui ont adopté la charte africaine et il en faut 15 pour que ça soit institutionnalisé. Deuxième recommandation, c'est de renforcer la décentralisation financière. On ne peut pas parler de répondre aux besoins des citoyens si les collectivités ne sont pas renforcées sur le volet financier. Si on regarde en Afrique, aujourd'hui, la décentralisation financière se situe aux alentours de 5% de transfert de l'État vers les collectivités. C'est extrêmement faible et ça ne permet pas de répondre aux besoins et aux enjeux des populations. Travaillons sur ça, accompagnons les États à aller vers une meilleure décentralisation financière. Quand on prend l'Europe, on est aux alentours les pays de l'OCDE, on est aux alentours de 45 à 50% de transferts. Amérique latine, on est aux alentours de 35 à 40%. En Afrique, on est aux alentours de 5,5% de transferts. C'est extrêmement faible et ça ne permet pas d'avoir d'impact réel sur les besoins et les conditions de vie des populations. Deuxième niveau, à mon avis, c'est aussi, une fois que les ressources sont transférées, accompagner les collectivités à consacrer une part importante de ces ressources vers les besoins définis de manière citoyenne. Si on regarde les budgets des collectivités aujourd'hui, 80 à 85% sont consacrés au fonctionnement et 5 à 10% à l'investissement. Ça ne permet pas de changer. Alors que ce qui permet de prendre en compte les besoins et les enjeux des citoyens, c'est le budget d'investissement. Donc, travailler à assurer une plus grande part des budgets des collectivités vers l'investissement. Troisième recommandation que je voudrais partager, c'est si nous voulons que ça ait de l'impact, c'est important qu'on accompagne les autorités locales par un puissant programme de formation au leadership local. L'expérience nous a montré dans plusieurs pays, quand vous mettez ensemble la société civile, qui aujourd'hui est de plus en plus animée par des cadres, des universitaires, etc., avec les élus locaux, les uns ayant été élus, les autres tirant la légitimité des communautés, si vous ne renforcez pas le leadership des élus, malheureusement, ils vont bloquer ces processus-là. Donc, c'est essentiel qu'on puisse renforcer le leadership, qu'on puisse les accompagner sur un programme de formation, qu'ils puissent comprendre les enjeux et qu'ils puissent promouvoir la participation citoyenne, sinon, malheureusement, ils vont le bloquer. Mais c'est aussi important, quand on parle de la société civile, qu'on puisse les accompagner dans la formation aux droits humains et à la citoyenneté. C'est essentiel. Si les citoyens, la société civile ne comprennent pas ces enjeux-là, quels sont les droits que j'ai quand je suis dans une ville, mais quels sont les devoirs également que j'ai au regard des institutions. Si nous ne les accompagnons pas, malheureusement, toutes ces recommandations que nous sommes en train de faire pour l'opérationnalisation du budget participatif restera de simples vœux. Quatrième recommandation, c'est aujourd'hui, de plus en plus de villes demandent à être impliquées dans les processus de budget participatif. Mais malheureusement, à côté, nous n'avons pas un vivier important pour accompagner ces villes-là. La demande est évaluée à 300 collectivités qui demandent chaque année
à intégrer l'approche du budget participatif. Quand on dit 300, évidemment, il faut multiplier par 3 les besoins en renforcement de capacité pour que les maires, que les collectivités, les régions puissent être accompagnées. Donc, important qu'on puisse travailler. Je me souviens qu'avec CGLU Afrique, nous avions un curriculum qui avait été déjà validé avec l'Union africaine et avec les Nations unies, notamment ONU Habitat, sur la formation des facilitateurs au budget participatif. J'avais dit 4. Je vais négocier 1 minute pour une 5e. Monsieur Kanouté. C'est de distinguer et de créer une émulation pour les maires qui réussissent. Très bien. Nous pensons que c'est essentiel. Certains maires parviennent à performer. Je prends quelques cas qui sont dans la ville. Il y a Yoff, il y a etc., qui ont été cités par Tari. Je pense que ceux-là qui réussissent, c'est important de faire une émulation pour que ça puisse servir de modèle et d'exemple pour toutes les autres communes qui veulent s'engager dedans. Je vais m'arrêter là et je vais vous partager le mémorandum panafricain qui récapitule tous ces enjeux-là et ces défis. Merci infiniment, M. Kanouté. Merci. Enfin, je vais passer la parole à M. Nyagno Olympio, qui est expert auprès du pôle budget ouvert du ministère des Finances du Bénin. Monsieur Nyagno, vous avez 4 minutes pour nous entretenir sur les avancées en matière de transparence budgétaire et l'adhésion du Bénin à l'OGP. Quelles sont les pratiques que vous avez utilisées, les outils utilisés pour la participation citoyenne dans ce processus? Merci, Madame Nicole. J'adresse mes félicitations au Royaume du Maroc pour l'organisation de ce sommet mondial des dirigeants des gouvernements locaux et régionaux. Et j'emprunte également la voix pour adresser mes félicitations à l'équipe nationale marocaine pour la victoire et la qualification d'hier. Par rapport à la préoccupation qui est demandée, il faut souligner qu'aujourd'hui, le Bénin constitue une référence mondiale en matière de gouvernance ouverte, à savoir sur les questions de transparence budgétaire, les questions de participation du public, mais également s'agissant du contrôle budgétaire dans son aspect redevabilité publique. Il faut souligner que les résultats qui sont issus de l'enquête sur le budget ouvert édition 2025 ont crédité le Bénin des scores historiques, notamment en ce qui concerne la transparence budgétaire. Le Bénin a enregistré un score de 77 sur 100, le classant 2e en Afrique et dans le top 5 mondial. Pour ce qui est de la participation du public au processus budgétaire, le Bénin a enregistré 52 sur 100, le positionnant 2e dans le monde et 2e également en Afrique. Sur la question du contrôle budgétaire, le Bénin a enregistré un score de 72 sur 100 et nous sommes 2e en Afrique et 11e au monde. Mais concrètement, quelle est l'expérience du Bénin? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces avancées que le Bénin a enregistrées? Je crois que nous pouvons les partager en 4 points essentiels. Premièrement, il y a la volonté politique et l'engagement pour des réformes ambitieuses qui sont portées par le chef de l'État, son Excellence M. Romuald Wadani, qui d'alors était le ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a mis en place, dans le cadre de la gouvernance ouverte, un pôle budget ouvert. C'est une direction technique opérationnelle au niveau du ministère de l'économie et des finances et plus particulièrement au niveau de la direction générale du budget. Après la mise en place de cette direction, le Bénin a travaillé de concert avec les acteurs de la société civile, les universitaires, les élus locaux, le secteur privé a fait asseoir une matrice d'action prioritaire et donc a élaboré chaque année et qui fait le résumé des actions prioritaires à mener sur chacune des composantes de l'enquête sur le budget ouvert, transparence budgétaire, participation du public et le contrôle budgétaire. Voilà donc, comme premier point de succès, voilà ces 2 points qui fondent principalement les performances qu'on enregistre aujourd'hui pour ce qui concerne
l'enquête sur le budget ouvert. Mais le deuxième point de succès ou bien la leçon à apprendre, c'est l'institutionnalisation de la publication régulière des documents clés de transparence budgétaire. Je vais nommer les 8 documents, à savoir le budget citoyen, le rapport annuel ou bien le rapport de fin d'année, la revue de milieu d'année, le projet de loi de finances, la loi de finances elle-même, le rapport préalable au budget et le rapport d'audit. Donc, ces documents sont élaborés chaque année, publiés, mais également pour faciliter l'accès au contenu de ces documents-là, le Bénin a institué des versions citoyennes pour l'ensemble de ces documents-là, pour les arrimer au cycle budgétaire. Donc, je crois que ça constitue un élément qui peut être dupliqué au niveau des collectivités territoriales, au niveau des gouvernements locaux. Par exemple, le gouvernement peut travailler à la mise en place du budget citoyen pour les budgets des collectivités territoriales. Il y a également l'autre leçon, la troisième leçon que nous pouvons partager avec vous, c'est qu'on a su associer dès le départ les acteurs de la société civile dans le processus de co-création des politiques publiques. Au niveau de la République du Bénin, il y a une organisation de la société civile phare qui constitue la fêtière, c'est Social Watch Bénin, que le gouvernement, l'État a choisi d'impliquer dès la formulation des orientations économiques et budgétaires, donc au processus budgétaire. Il s'agit bien évidemment de l'organisation des consultations citoyennes sur les orientations budgétaires et économiques. Donc, c'est une bonne pratique que nous avons valorisée depuis des années. Merci beaucoup. Et au niveau des acteurs des gouvernements locaux, ça devrait également constituer une initiative, une bonne réforme à prendre en considération. Pour ce qui concerne le troisième point, c'est notamment le fait que le Bénin a choisi de ne pas seulement publier les informations et de les associer, mais il faut la reddition de comptes. La reddition de comptes qui se matérialise par le fait que non seulement les informations sont disponibles, tant à la phase de formulation des politiques publiques, donc de l'élaboration du budget, mais lors de l'exécution, pendant la phase d'exécution du budget, des mécanismes institutionnels sont également mis en place, notamment des missions de décryptage des rapports annuels, des rapports trimestriels d'exécution de la loi de finances. Donc, on invite les acteurs de la société civile et on débat sur les niveaux de réalisation, les niveaux de mobilisation des ressources, mais également le niveau de réalisation des projets qui sont inscrits dans le portefeuille d'investissement de l'État. Notamment, il y a des projets qui concernent des dépenses sociales prioritaires qui sont discutés avec les acteurs de la société civile pour voir des ajustements techniques qu'il faut opérer pour pouvoir atteindre les résultats. Merci, monsieur. Voilà, Lencio. donc Merci. en gros, voilà ce que nous avons fait pour ce qui concerne les efforts fournis par le Bénin, l'expérience béninoise en matière de transparence budgétaire. Et donc, ça a valu aujourd'hui pour le Bénin de pouvoir adhérer depuis 2025 à l'ODP, le partenariat pour un gouvernement ouvert, et nous travaillons sur cet aspect-là pour la mise en place du premier plan national pour ODP. Et pour ça, il y a plusieurs activités qui sont en cours, notamment l'organisation des consultations citoyennes au niveau communal, mais également au niveau départemental, pour faire en sorte que la démarche soit partagée par l'ensemble des administrations publiques. Parfait. Voilà, merci Parfait. bien. Merci Je vous infiniment. remercie. Merci infiniment. À présent, nous allons conclure. Mais avant de conclure, est-ce que vous avez dans la salle des questions à nos panélistes? Je pense que non. Tout semblait très clair. Donc, je vais remercier à présent nos illustres panélistes et je les invite à la photo de famille avant qu'ils ne regagnent leur place. Merci infiniment.